Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 14. Le sénateur est intrigué par la nouvelle que lui annonce le président Samirin. Depuis la fin de la guerre, la République universelle a toujours cherché à récupérer les artefacts du diktat de la lumière, car ils sont tous aussi mystiques que puissants. D'après certaines rumeurs, le parti politique se serait agrandi militairement grâce à ces derniers. Des serviteurs entrent dans la pièce avec un chariot qui lévite au-dessus du sol. Ils ouvrent le coffre qui se tenait au-dessus. Ils laissent apparaître un diamant violet et un manuscrit dont la couverture est ornée d'or. La surprise fut totale, car il n'existait plus de livre. Les informations étaient sur support électronique. Mais ce dernier n'était pas qu'un simple grimoire, c'était le livre noir. Il aurait le pouvoir d'offrir puissance et connaissance à quiconque le lirait. C'est l'objet le plus convoité de la République universelle depuis la fin de la guerre. Je suis prêt à vous le remettre, si vous me garantissez la prise de pouvoir sur les autres planètes du système solaire, lance le président. Dalg Dordarek ne pouvait passer à côté d'une telle occasion, mais ne voulait pas être la personne qui amènerait la destruction sur ces mondes. Vous cherchez à asseoir votre autorité dans le système solaire, mais dans quel but ? D'ailleurs, comment savoir que ces objets proviennent bien de Sular 3 ? Qui nous garantissent que ces objets ne sont pas de pâles copies ? Demande la Vistis. La voix féminine intrigue le président, qui est étonné d'apprendre que des femmes ont le droit d'être soldats, même s'il savait qu'elles en avaient toujours eu le droit. Pourrais-je voir le visage de la personne qui m'interroge ? Dit le président d'un ton offusqué. Elle ne sait pas quoi faire dans un premier temps, mais le sénateur lui autorise à l'enlever. Quand elle dévoile son visage, Malovik Samirin s'étonne d'un ricanement méprisant. Une Vistis ose me dicter mon comportement ? De plus, pas n'importe quelle Vistis. Si je ne me trompe pas, vous êtes la fille de la reine Shamila. Dites-moi, combien de peuples, combien de planètes a conquis votre mère ? Je dois recevoir des leçons de la part de la fille d'une génocidaire en série, cher sénateur ? Les autres soldats ont suivi la conversation grâce au partage de connexion. Ils étaient tous sans voix. Le sénateur ne sut quoi répondre, car il avait raison. Les Vistis n'étaient pas un peuple des plus pacifistes. Je suis prêt à vous montrer ma bonne foi. Je vais vous faire envoyer ces objets au centre galactique pour que vous vérifiez leur authenticité. Et vous allez vous entretenir avec le responsable de Sular 3. Vous vous rendrez vite compte qu'il n'est qu'un politicien avec des ambitions de domination. Lui aussi veut conquérir les mondes du système solaire. La bonne foi que lui accordait le président semblait être prise avec le plus grand intérêt. De plus, cela semait le doute dans l'esprit du sénateur. Être prêt à se séparer d'objets capables de favoriser toute négociation en sa faveur pour laisser s'ouvrir des négociations. Soit le président Samirin est de bonne foi et son combat est noble. Soit il est un fin stratège, mais dans quel but ? Malgré la réticence de la jeune Vistis, le sénateur Dalg Dordarek accepte d'ouvrir des négociations, tout en promettant un appui de la République universelle et de l'élite galactique si ses propos s'avèrent véridiques.
La jeune femme désapprouve la décision du sénateur. Après avoir savouré quelques mets, le président confirme le départ des objets pour le centre galactique. Il raccompagne le sénateur et ses soldats vers leur vaisseau tout en leur souhaitant de passer un bon voyage. Puis entre dans son palais. Il se sent fier de son coup de génie. Alors, cher président, vous les avez bien envoyés sur Sular 3 comme prévu, dit une voix grave qui se dissimule dans l'ombre. Le président Samiren était effrayé par la voix. Oui, ils viennent de partir, dit-il tout en essayant de ne pas montrer son malaise. Dans l'ombre sort la silhouette de l'homme au casque fendu. Vous allez venir avec moi pour accomplir votre prochaine mission. Mais mon peuple a besoin de moi. L'Ordre Noir en a décidé autrement. Vous devez suivre le plan qui a été établi, dit l'homme casqué. Le président n'a pas le choix. Il part à contre-cœur. Le sénateur a envoyé une demande d'entretien au président Brugal, qui répond favorablement à sa demande. Ils sont accueillis par des soldats qui ne semblent pas avoir une grande expérience en matière de guerre. Certains tremblent à la simple idée de devoir engager un assaut. Ils n'ont ni armure de protection, ni tenue vestimentaire similaire. Ils donnent l'impression d'avoir été recrutés à la hâte. Le président Kalor Brugal se tient devant ses pseudo-soldats. Les bras derrière le dos et la peur au ventre. Quand il voit le sénateur Dordarek arriver, il ne lui est pas inconnu. Il se rappelle en avoir déjà entendu parler, mais ne saurait dire où. « Président Brugal, comment allez-vous » ? « Très bien, et vous ?» dit-il. Il laisse un peu de temps, puis reprit. « Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais savoir ce que peut bien faire un sénateur de la République universelle, accompagné d'un escadron de l'élite galactique dans une zone aussi éloignée de sa juridiction. J'ai été contacté par le président Samiren pour... Vous voulez dire le dictateur Samiren, relance aussitôt le président. Le sourire en coin du sénateur qui confirme les dires du président instaure une certaine confiance entre les deux politiciens. Il invite le représentant de la République universelle à le suivre jusqu'au bâtiment fortifié où il se trouvait auparavant. Il se trouve dans l'une des plus grandes villes de la planète, qui ne comptait que quelques centaines de milliers de citoyens. Durant leur marche, sous bonne escorte, ils reprirent leur conversation. « Je suis à l'heure actuelle en pleine campagne électorale. Mon principal opposant est un technocrate qui appartient au même mouvement que le dictateur Samiren, dit-il, tout en retenant quelques injures. Ils n'ont de cesse que de détruire la République de ce monde. Ils font tout pour appauvrir la population, puis prétextent que leur modèle économique va enrichir le peuple. Mais cette manœuvre n'est qu'une méthode pour se faire élire. Ainsi, ils pensent pouvoir instaurer leur oligarchie et leur dictature guerrière pour se lancer dans un conflit armé contre les autres mondes du système solaire. Le sénateur voit bien que les deux mondes sont diamétralement opposés. L'un défend un modèle souverainiste et conquérant, quand l'autre défend un modèle social et égalitaire. De plus, les deux mondes ont des aspects bien différents. Chrysidon jouit des dernières technologies en matière de construction, infrastructures et affiche ouvertement leur opulence financière. Quant à Sular 3, qui se contente de paysages verdoyants, d'une diversité paysanne, mais aussi de nombreux citoyens issus de l'immigration planétaire. Car dans leur système solaire, il n'y a que deux mondes qui sont peuplés d'humanoïdes.
Chrysidon et Sular III. Qu'alors Burgal doit faire un discours en vue des élections. Il souhaite inviter le sénateur qui pourra se faire une meilleure idée sur la politique qu'il prône. De plus, le fait de voir des soldats de l'élite galactique pourrait intimider ses adversaires, pensait-il, car ils ont essayé à plusieurs reprises d'interrompre ses discours, mais aussi ils ont essayé d'attenter à sa vie. Quand ils arrivent à l'intérieur, ils sont rejoints par plusieurs membres du cabinet ministériel du président. Ils saluent le sénateur, mais semblent tous préoccupés par autre chose. Selon l'un d'entre eux, un attentat aurait été perpétré dans l'une des villes voisines. Il y aurait plusieurs centaines de blessés, mais par chance aucun mort, du moins pour l'instant. Au loin, des journalistes qui étaient venus pour suivre le discours du président voulaient avoir sa réaction sur cette attaque. Il préféra s'isoler pour en savoir plus. Il était suivi par plusieurs conseillers et le sénateur ainsi que sa garde rapprochée. Ils se sont enfermés dans les appartements que lui avait mis à disposition la ville. Il y avait la femme du président et son fils qui les attendaient. Il prit le temps de la rassurer. Elle ne voulait pas qu'il fasse son discours dans ces conditions. Mais lui ne voulait pas donner une attitude défaitiste ou une quelconque peur. Vous voyez, cher ministre d'Ordarek, c'est une intimidation du dictateur Samiren. Il a fait exploser un vaisseau juste devant des bureaux de vote. Le politicien contemplait les images sur l'écran. Il était attristé de voir ces scènes de chaos. « Je vais vous faire envoyer des soldats pour prendre en charge les blessés et intercepter les commanditaires, » répond le sénateur. Didrion a suivi la conversation depuis le vaisseau et a approuvé sa décision. Dorga, Sudok et Sora, revenez au vaisseau, on va y aller. Chenel et Tarwin, vous vous occupez du sénateur, dit-il en communication interne. Les 3 soldats partent aussitôt. Ils sont suivis par le ministre des armées de la planète et quelques consultants. Eux n'en veulent pas, mais ne peuvent refuser. Le sénateur s'installe près du président pour une discussion plus sérieuse. Je dois vous informer que le dictateur Samiren m'a confirmé les liens qui vous lient au gouvernement du diktat de la lumière et des objets qu'il vous aurait dérobés qui appartenaient au mouvement du dictateur Barka, lance le sénateur. Qu'alors Burgal se sent offensé par ces allégations. Comment ça? Ni mon peuple, ni aucun président de ce monde n'a jamais pactisé avec le diktat de la lumière, dit-il d'un ton sec. Par contre, je suppose qu'il a omis de vous dire que son père a fait alliance avec une société secrète qui défendait les idéologies du dictateur Barka, relance-t-il, puis rajoute. Je n'ai jamais su qui était à la tête de cette organisation, mais je peux vous dire leur nom. C'est l'Ordre Noir. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.